Bienvenue à toutes et à tous et merci de rallier Eden TV. Dans l'actualité ce jour, le lancement du rapport annuel 2017-2018 de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption. Le Bénin gagne 10 places. Les précisions inhérentes à cette performance du Bénin dans ce journal. À suivre, la 4e journée de la première session ordinaire de la Commission nationale du dialogue social qui s'est tenue ce jeudi à l'Infosec. Responsables syndicaux et membres du gouvernement s'y retrouvent pour poursuivre les négociations. Et puis les activités culturelles seront bientôt relancées au Bénin. Le projet a été présenté ce mercredi par le ministre en charge de la culture Oswald Omeki. Tel se présente le menu de ce 13h. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue. Merci à nouveau de préférer l'actualité sur Eden TV. Je vous en parlais au sommaire, la 4e journée de la première session ordinaire de la Commission nationale du dialogue social s'est tenue ce jeudi à l'Infosec de Cotonou. Après 2 suspensions, eh bien, les responsables syndicaux et membres du gouvernement se sont séparés. Et pour cause, les défalcations opérées sur les salaires ne sont pas du goût des syndicalistes. Ils exigent le remboursement intégral comme seule condition de reprise des négociations. En voici des précisions. Les heures qui suivront que les défalcations seront remises, eh bien, nous reviendrons à la table de négociation parce qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement bougé dans la négociation. C'est les actes qui sont posés, après on dit que c'est les politiciens qui les manipulent. Nous ne sommes pas des pantins désarticulés que les policiers vont manipuler. C'est notre grève plonge ses racines dans les problèmes sociaux, les problèmes des travailleurs. Et on n'a rien fait jusque-là en ce qui concerne l'augmentation des salaires, en ce qui concerne aussi les statuts particuliers des enseignants, en ce qui concerne tout ce que nous avons demandé, rien n'a encore été fait. Et à l'introduction des discussions, les centrales syndicales ont évoqué le sujet des défalcations qui ont été commencé d'être appliquées. Je veux rappeler que ce sont des défalcations qui sont conformes à la loi sur les grèves. C'est-à-dire que la grève est libre pour un certain nombre de fonctionnaires, mais qu'en contrepartie, les heures qui ne sont pas travaillées ne sont pas payées. En tout cas, c'est l'interprétation du gouvernement. Les syndicats ont une autre interprétation et ce que nous avons dit, ce sur quoi j'ai insisté, c'était que il y avait des recours qui étaient possibles. Le chef de l'État a laissé cette porte ouverte en leur disant d'ailleurs qu'il serait leur principal avocat au sein du gouvernement, auprès du gouvernement, sur un certain nombre de sujets. Donc aujourd'hui, je considère que nous avons juste une suspension pour permettre aux uns et aux autres de réfléchir sur ce sujet et nous reprendrons très bientôt sur le fond des négociations, sur les questions qui ont été laissées en suspens. Et je veux insister sur ça auprès des travailleurs pour dire que le gouvernement a fait des propositions, je pense, importantes pour l'amélioration des conditions d'un certain nombre d'entre eux, en particulier pour l'amélioration des conditions des enseignants. Le rapport 2017-2018 de Transparency International révèle que notre pays, le Bénin, occupe le 86e rang sur 180 pays évalués contre 95 sur 176 l'année écoulée. Cette performance montre bien évidemment les efforts des autorités et plus précisément du gouvernement, en particulier pour favoriser bien évidemment la bonne gouvernance et assainir les finances publiques. Je vous invite à suivre les responsables lors du lancement de ce rapport 2017-2018 de Transparency International. Le rapport rend compte de la situation des droits de l'homme dans 159 pays et territoires pour le compte de l'année 2017 et une partie de 2018. Il alertera sur l'amplification du militantisme social comme brave réponse au climat de haine et de peur que les gouvernements du monde tentent d'imposer à notre quotidien. Les efforts fournis par le Bénin méritent d'être salués à juste titre. Cependant, mon pays doit encore suffisamment démontrer sa volonté de reconnaître et garantir les libertés fondamentales
et la protection des défenseurs des droits humains. Amnesty International a suivi en 2017 avec forte inquiétude les problèmes relatifs à la jouissance des droits économiques et sociaux, la situation des déguerpissements et les expropriations qui ont eu lieu et qui continuent, de même que le développement en cours de ce qu'il convient d'appeler l'affaire Capitaine Trépeau. Nous gardons également en suivi les promesses et les réponses de l'État béninois sur les diverses recommandations des instances régionales et internationales sur les droits de l'homme en général et les droits de l'enfant en particulier. Et en particulier donc, l'absence de cadre législatif de reconnaissance et de garantie des libertés fondamentales, des libertés d'expression, d'association et de réunion et de protection des défenseurs des droits humains rend de plus en plus compliqué le travail des droits humains, des défenseurs des droits humains et le travail de suivi des engagements de l'État béninois sur les droits de l'homme. C'est d'appeler les gouvernements à pouvoir garantir et reconnaître effectivement la liberté d'expression et toutes ses déclinaisons. Que plus jamais, de façon totalement arbitraire, des associations ne soient plus interdites d'activité, que la presse, que des organes de presse ne soient plus arbitrairement fermés et que des journalistes ne continuent plus à être inquiétés dans leur travail ou simplement bâillonnés. Et cela a une solution fondamentale pour ce qui concerne le Bénin, c'est de revoir, comme c'est le cas en cours pour les partis politiques, c'est de revoir le financement, le mécanisme de financement de la presse dans notre pays. C'est de faire en sorte que les droits économiques et sociaux soient suffisamment protégés et garantis, notamment en ce qui concerne le droit au logement, le droit à l'eau, le droit à la santé et la stabilité de l'emploi. Et nous quittons Cotonou pour le Monokoufo. Ambiance très tendue ce mercredi à Lokossa. Mécontentes, les populations de cette ville ont bloqué toutes les voies d'accès pour exiger des explications de l'entreprise en charge de la construction de la route Kolodo. Jonas Bouchi, notre correspondant dans ces deux départements, nous fait revivre l'ambiance qui a prévalu ce mercredi à Lokossa. Carrefour Glo, le plus grand et le plus fréquenté de la ville de Lokossa, risque de ne plus exister si l'entreprise en charge de la route Kolodo ne revoyait pas le schéma actuel de construction de cette route. Et c'est d'ailleurs pour l'obliger à sauvegarder ce carrefour historique que les populations sont descendues dans les rues ce mercredi matin à Lokossa. Elles ont empêché toute entrée et sortie de la ville pour se faire entendre des autorités. On a constaté qu'ici à Lokossa, nous n'avons pas beaucoup de carrefours. On a un seul carrefour et ce carrefour est détourné à un contournement. Les véhicules, les poids lourds qui vont tourner demain auront à faire beaucoup d'accidents. La population de Lokossa s'est soulevée ce matin pour dire on ne va pas accepter, on va crier fort pour que les autorités puissent nous entendre. C'est pour ça, c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici ce matin pour dire non à ce travail-là, à ce faux travail-là, à l'exécution de faux contrats-là. Notre ville avait une voie qui sont en train de bâcler. Ce n'est pas une voie qu'ils sont en train de faire, c'est une voie bâclée qui sont en train de faire pour Lokossa et ce n'est pas normal pour les fils et les filles de Lokossa. Nous voulons que le carrefour soit véritablement un carrefour, que ce soit vraiment un carrefour digne de son nom. Puisque Lokossa n'est pas une petite ville. Toute tentative du préfet et du maire de Lokossa pour calmer l'ardeur des manifestants ont été vaines. Fatiguée d'une si longue et infructueuse négociation, la police s'apprêtait à disperser la foule quand l'honorable Dakpe est descendu sur les lieux. Après quelques minutes d'échange avec les forces de l'ordre prêtes à dégainer, l'honorable revient vers les manifestants qui l'ont suivi sur le dit carrefour. Et après avoir fait le tour avec la foule, Dakpe Soso réussit à les calmer. Mais comment est-il parvenu? Vu ce que je suis en train de constater, en profane, on ne conçoit pas qu'il y ait ce contournement, ce caniveau-là surtout, alors que des gens vont aller à Ouadémé, à Plakoué et autres. Je demande que la population fasse une délégation pour aller rencontrer.
Restons toujours dans cette même localité. Pour son premier geste, eh bien, une jeune fille de 20 ans a donné naissance à des triplés. Une surprise empreinte d'inquiétude pour son mari qui, lui, n'a que 27 ans avec un revenu modeste. Je dirais bien évidemment avec une trempe financière modeste. Jonas Bouti leur a rendu visite, non pas avec de la layette, mais avec micro et caméra. Reportage. Razak et Catherine ont cru s'être suffisamment aimés pour se marier. Mais à leur premier geste de maternité, ils se rendent compte avoir plus que jamais besoin de l'amour. Et surtout, des gestes d'amour pour la survie de leur triplé. Alors que nous n'avons pas assez de moyens, nous avons été surpris par la naissance de ces triplés. Nous prions les personnes de bonne volonté à nous aider pour l'allaitement des enfants. Avant son appel aux personnes de bonne volonté, le père des triplés tient à remercier le personnel de la maternité d'Aplahoué pour leur assistance. Bon, je remercie d'abord les sages-femmes, les infirmiers, les infirmières de la maternité d'Aplahoué qui nous ont aidés dès la naissance des enfants. Quand les grèves ont commencé, nous avons décidé de revenir à la maison. Ça a fait que actuellement nous sommes à la maison et c'est un peu difficile pour entretenir les enfants. Être jeune et n'ayant pas suffisamment de moyens, subvenir aux besoins d'un triplé, ce n'est pas une affaire facile. La femme étant un cas social, le papa également n'ayant pas une situation en main, c'est l'occasion de demander aux bonnes volontés de leur venir suffisamment en aide. Ayant fait autrefois lui aussi des triplés, ce visiteur nous confie à quel point il se préoccupe de la santé des enfants. Et la première des choses, c'est la santé des enfants qui me préoccupe. Et pour que les enfants soient en bonne santé, il faut que leur maman mange suffisamment. L'autre aspect aussi, c'est que avec les maladies qui sévissent de gauche à droite, étant donné que nous sommes dans un environnement purement rural, où l'hygiène n'est pas au rendez-vous, je pense que c'est l'occasion pour moi de demander que les gens, ceux qui sont suffisamment outillés dans le domaine social, puissent leur venir en aide. La grand-mère paternelle des triplés est une jumelle et leur grand-mère maternelle avait aussi fait des jumeaux. Toutes deux, elles joignent leur voix à celle du père et de la mère des triplés pour implorer la générosité des personnes de bonne volonté. Dieu a voulu faire de moi une grand-mère de triplé. Je prie toute personne à me venir en aide. Si tu donnes naissance à des jumeaux sans assistance, tu ne peux subvenir à leurs besoins. Nous demandons des aides pour l'allaitement des enfants. Que Dieu accorde la joie de maternité à toutes les femmes qui la désirent. Un geste d'amour à l'endroit de ces enfants donnerait plus de courage à Razak et Catherine, ces jeunes gens à qui la nature a bien voulu confier cette lourde mission de parents des triplés. Merci à Jonas Bouti et du courage à ce merveilleux couple géniteur de triplés par ces temps qui courent. On remonte à 72 heures plus tôt en cette semaine. Les acteurs culturels béninois ont eu droit ce mercredi 21 février à la cérémonie de présentation du projet de stratégie de relance des activités culturelles après 2 ans d'accalmie. Ce projet a été présenté par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. C'était en présence de plusieurs acteurs culturels dans un hôtel de Cotonou. Le compte rendu est signé de Carlo François et de Fiacre Voltan. La salle Madiba de l'hôtel Godel Tulip, le diplomate de Cotonou, a servi de cadre ce mercredi 21 février 2018 à la cérémonie de présentation de la stratégie de relance du secteur des arts et de la culture. Sur l'invitation du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, les acteurs culturels ont répondu présents. Artistes, musiciens, chanteurs,
plasticien, comédien, promoteur de bars, de sonorisation, photographe, hommes des médias, tous ont eu droit à une présentation riche en explications du ministre. Mais pourquoi alors présenter un projet de relance des activités culturelles? Oswald Omeki, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, s'explique. Alors, c'est à juste titre que nous avons parlé de relance du secteur des arts et de la culture. Parce que, comme vous le savez, malgré tout ce qui a été fait, malgré votre énergie, votre engagement et l'engagement et la volonté du gouvernement, le secteur est encore en deçà de son potentiel. Et donc, cet après-midi, pendant quelques minutes, mesdames et messieurs, je vais partager avec vous le fruit de nos réflexions. Réflexion du chef de l'État, réflexion de l'ensemble de son gouvernement, réflexion des uns et des autres, puisque j'ai discrètement consulté certains d'entre vous, et surtout réflexion tirée une fois encore des leçons que nous avons pu tirer de la petite expérience que nous avons eue pendant quelques mois. Et donc ce soir, ce sera un petit voyage dans notre univers, et ce voyage va toucher un peu à chacun de vos secteurs. Je n'aurai pas la prétention d'aller dans les détails sur chaque secteur, mais après cette présentation, nous aurons, vous et moi encore, secteur par secteur, l'occasion d'aller dans les détails. Après environ 1 heure de présentation du projet de relance des activités culturelles, un projet qui touche tous les secteurs des arts et de la culture, le ministre a apporté quelques clarifications aux inquiétudes des acteurs culturels. Claude Balogun, réalisateur et directeur général de Gangan Productions, souhaite qu'après cette cérémonie, que les actions concrètes puissent démarrer. Dans la réalisation, ce que nous souhaitons tout simplement, c'est que tout ce qui est annoncé se mette en route très vite. Parce que mettre en place une agence, c'est de lancer peut-être des appels, c'est de recruter des gens, c'est de mettre les fonds à disposition, c'est de mettre l'ingénierie à disposition, c'est de recruter des gens corrects pour lancer les choses. Combien de temps encore? On ne sait pas. Mais on sait que lorsque ça va démarrer, nous irons avec pour voir quelle partie nous pouvons tirer, nous, en tant qu'acteurs culturels, là-dedans. Donc notre vœu, c'est que le Fonds des Arts aussi démarre très vite. Que le processus de désignation, de sélection des projets soit mis à la disposition de tout le monde pour qu'on puisse être éligible à cela, qu'il n'y ait pas de discrimination. Notre vœu aussi, c'est que le fonds qui devrait s'occuper du soin, de la santé des acteurs culturels puisse démarrer très vite également. Notre souhait également, c'est que la promotion des arts et de la culture au Bénin et sur le plan international puisse être des trucs de la réalité tout de suite. Et maintenant, nous avons trop attendu et nous ne pouvons plus encore attendre trop longtemps avant que cela ne se mette en place. La feuille de route du gouvernement relançant les activités culturelles au Bénin vient d'être ainsi présentée aux acteurs culturels. Il leur reste à s'organiser pour la mise en exécution de cette dernière, à commencer par l'organisation du prochain Festival international du théâtre du Bénin, FITEB, a annoncé le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Restons au chapitre culture. Le Monde rend hommage, et on continue d'en parler. Le Monde rend hommage à une icône du cinéma africain, Idrissa Ouedraogo, décédé le 18 février 2018 à Ouagadougou. L'auteur du film Tilaï, Grand Prix du jury au Festival de Cannes 1990, mort à 64 ans, a énormément contribué au rayonnement du cinéma africain et mondial. C'est du moins ce que nous précisent Fréjus Seulan et Damien Pedro. À l'appel de la mort, Idrissa Ouedraogo a répondu, ce 18 février 2018. Si chaque vie était un film, ce grand cinéaste venait ainsi de baisser le rideau sur le sien. La salve d'hommage qui s'en est suivie, d'Afrique aux Amériques passant par l'Europe, n'est en réalité que la reconnaissance des mérites d'un cinéaste qui a fait rayonner l'Afrique dans le landerneau de l'image et du son. Jemima Katraye, réalisatrice, journaliste et directrice de la télévision nationale, parle de la spécificité de l'art de l'homme. En fait, Idrissa Ouedraogo a pris dès le départ l'option de faire de longs métrages en utilisant les décors naturels africains, en tournant dans des villages, dans des paysages qui reflètent vraiment la vie en Afrique, pour pouvoir positionner l'Afrique dans le cinéma. Donc c'est un grand homme et le monde entier a été témoin de ce que ses œuvres ont apporté au cinéma en général. L'impact du talent de l'artiste n'est donc pas à circonscrire dans le cinéma africain. Il était simplement
un monument du cinéma. Samson Adjao, acteur, réalisateur, le croit aussi. Et lorsque vous regardez ces œuvres, justement, vous sentez une démarche non seulement technique assez intéressante, mais surtout artistique, parce que c'était un monsieur empreint d'une sensibilité exceptionnelle. Entre les années 80 et 2000, c'est quelqu'un dont le palmarès s'est retrouvé très prenant dans les box-office à l'international, avec une vue imprenable sur les plus grands festivals du monde. Et c'est avec Tilai, un long métrage de 81 minutes réalisé en 1990, qu'il confirme sa sagacité, sa créativité et son originalité dans l'univers du cinéma. Une histoire d'amour complexe, interrogée par la tradition et les sentiments. Cornelia Glélé, journaliste critique de cinéma, rappelle ici les récompenses de Tilai. Il a eu les talents d'or de Yenega, c'est le plus grand prix du FESPACO. Quand vous l'avez, vous êtes vraiment au sommet. Il a eu des prix au festival de Milan, à Venise également et dans d'autres festivals du monde. Il a eu 2 prix au festival de Cannes. Il a même été président du jury dans plusieurs festivals dans le monde. Il a fait de très grands films et aujourd'hui, quand on cite des cinéastes africains partout dans le monde, on cite Idrissa Ouedraogo dedans. Si Tilai a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes en 1990, déjà en 1988, son film Yaba y décrochait déjà le prix de la critique. Mais pour Samson Adjao, malgré ce palmarès, Idrissa Ouedraogo, plusieurs fois récompensé au FESPACO, meurt en laissant un vide. Quand on parle de Bergman, on parle de la temporalité. Quand on parle de Hitchcock, on parle du regard haptique, du gros plan. On ne sait pas de quoi on parle quand on parle de Ouedraogo. Quant à Jimmy Makatraye, Idrissa Ouedraogo, auteur d'une 40aine de films, s'est éteint en laissant un important héritage à la postérité. C'est l'homme qui s'est fait à la fois de petits cours pour la télévision et de longs métrages pour le cinéma, qui également a eu à mettre en scène du théâtre. C'est un artiste complet dans le domaine de la dramaturgie. Il a su posséder d'autres personnes. Il ne laissera pas un vide dans la profession. Producteur et réalisateur de la série à succès Kadi Jolie, Idrissa Ouedraogo était aussi chevalier de l'Ordre national du Burkina Faso, son pays, et chevalier des arts et lettres français. Et des acteurs du monde culturel béninois continueront pour longtemps encore de se souvenir du Burkinabé Idrissa Ouedraogo. Ias Yetienou et Jacques Béanger nous parlent et de l'homme et de ses œuvres. Fréjus Séoulan et Damien Pedro ont recueilli les propos. Idrissa Ouedraogo, c'est un aîné. Il fait partie de ceux qui ont donné l'espérance en un cinéma africain de qualité. C'est un homme très inspiré, qui a ses sentiments d'homme, qui passe de l'inspiration géniale à la colère, au sourire, à la générosité. Voyez-vous, Idrissa Ouedraogo, c'est un Burkinabé que j'ai toujours qualifié le Burkinabé le plus généreux, le Burkinabé le plus humain, parce que ce n'est pas donné de vivre parmi certaines personnes quand les intérêts sont en jeu. Mais Idrissa Ouedraogo a toujours montré un côté humain. Je l'ai vu dernièrement, il y a 1 an exactement, c'était au FESPACO. On s'était rencontrés rapidement à Canal, dans l'espace Canal là. Je lui avais dit bonjour grand frère, il m'avait dit Nyawana. Je lui ai dit je ne parle pas, il m'a dit depuis que toi tu viens au Burkina, tu ne parles pas notre langue. Je ne savais pas que c'était la dernière fois qu'on se parlait. Idrissa Ouedraogo, j'ai toujours dit qu'il est le plus généreux parce que Idrissa donne facilement. Et ce qui le caractérise, là où je le trouve bizarre, c'est que Idrissa Ouedraogo, il peut aller dans un salon de jeu,
hein, et perdre 500 000 à jouer flipper et machin, et ça ne lui dit rien. Et après, il dit, bon, Jacques, c'est fini, hein, on va aller boire notre pot et on se sépare à minuit, 1h du matin. Voyez-vous. Il dit, écoute, le chef de l'État, le président Mathieu Kérékou, m'a donné 3 bouteilles de champagne et j'ai dit, c'est toi qui dois boire une bouteille avec moi. Donc, dis à ton épouse de te donner la permission de sortir cette nuit. Viens me voir, je suis à l'hôtel du port et je t'attends. Idrissa peut venir au cours un jour et dire aux étudiants, bon, on fait ça à la cafette, tout le monde là-bas. Il va offrir comme ça le café avec du sandwich à tout le monde. Pendant le cours, on discute. Et on fait. Après, il va envoyer la facture à l'administration qui dit, mais on ne s'est pas entendu sur ça. Les finances, ça ne se passe pas comme ça. Ben, Idrissa est prêt à payer de sa poche. Bon, c'est comme ça l'homme. Et dans ces contextes-là, vous découvrez qu'on peut étudier autrement. Et Idrissa Ouédraogo est vraiment un baobab de la création cinématographique africaine. Il a fait de belles œuvres. Et il a sa tendance, c'est son école. Ce n'est pas comme les autres qui font entre dans le salon, passe par la cuisine, tu sors et on dit c'est film. Non, il dit ça avait des choses à dire. Et il aimait, n'est-ce pas, soulever le coin de voile sur les aspects sociologiques de nos populations. Et moi, je crois que je le vénérais et son mémoire restera toujours dans ma conscience. Idrissa Ouédraogo était grand. Celui-là, c'est un génie. Et c'est sur ces propos de Arnaud Maury-Agoua, propos recueillis, j'allais dire, de Arnaud Maury-Agoua, que nous mettons un terme à ce journal sur Eden TV. Merci de l'avoir suivi. Moi, je vous dis bon appétit et bon week-end.